est exactement 20h30 sur notre plateau et c'est l'heure du journal. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, ce vendredi 30 janvier, l'agence stadienne de normalisation a été le théâtre d'une passation de services entre le directeur général sortant, Didi Hagar Matari Kirbis, et la nouvelle directrice générale Nézilé, Ousmane Elimi, assistée de son adjoint Gapili Missé. La cérémonie officielle a été présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mbaye Kombe Ngechimbaye Abel, en présence des directeurs généraux et des cadres de l'agence. Le point avec Mohamed Brahim. Nommée par le décret numéro 056/PR du 27 janvier 2026 en qualité de directrice générale de l'agence tchadienne de normalisation ATNOR, Nézilé Ousmane Elimi prend officiellement les rênes de l'institution, assistée d'un directeur général adjoint. Elle succède à Didi Hagar Matari Kirbis qui a dirigé l'agence pendant 2 années. Dans son allocution, le directeur général sortant a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. Il a également dressé le bilan de son mandat, mettant en exergue les efforts fournis pour le renforcement du système national de normalisation ainsi que la promotion de la qualité des produits et services au Tchad. Durant l'exercice de mes fonctions, avec l'appui du conseil d'administration, l'engagement des équipes techniques et administratives et le soutien constant de nos partenaires nationaux et internationaux, nous avons œuvré à ce que l'ATNOR retrouve sa place naturelle des piliers du système national de normalisation et de la qualité. Prenant la parole à son tour, la directrice générale entrante Nézilé Ousmane Elimi a remercié les autorités pour la confiance accordée à sa personne. Elle a salué le travail accompli par son prédécesseur et s'est engagée à poursuivre et consolider les acquis tout en insufflant une nouvelle dynamique afin de renforcer le rôle stratégique de l'ATNOR dans le développement économique du pays. Il vous souviendra qu'en ces mêmes lieux, le 22 novembre 2024, j'ai eu l'insigne honneur d'être installée dans les fonctions de directrice générale adjointe de cette agence. Cette étape marquait déjà une responsabilité importante, assumée avec loyauté, engagement et dévouement dans le strict respect de la vision des plus hautes autorités et des missions assignées à cette agence. La cérémonie s'est achevée par la signature officielle des procès-verbaux de passation de services, marquant ainsi l'entrée effective de la nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'agence tchadienne de normalisation. Poursuivant sa tournée officielle dans la zone méridionale, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, a fait étape à Moundou, dans le Logone occidental, une visite axée sur l'écoute des jeunes et la recherche des réponses concrètes à leurs préoccupations. Bayrakula Maxime. Ferveur populaire et accueil chaleureux ont marqué l'arrivée du ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, à Moundou, capitale économique du Tchad. Reçu par les autorités administratives et traditionnelles, le membre du gouvernement a réaffirmé sa volonté de rester proche des réalités de la jeunesse tchadienne. Cette étape de Moundou s'inscrit dans une démarche de terrain visant à évaluer l'état du sport et les conditions d'épanouissement des jeunes en droite ligne avec la vision du chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui fait de la jeunesse une priorité nationale. Temps fort de la visite, une séance d'échange direct et sans filtre avec les jeunes, ainsi que les responsables des mouvements et associations des jeunes de la province. Tenue dans la salle du conseil provincial, la rencontre a permis de recueillir les doléances, d'écouter les préoccupations et d'identifier des pistes d'action concrètes en faveur de l'autonomisation des jeunes. La question de la jeunesse et des sports s'inscrit dans le chantier 4, action 36 à 40, bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse et le rayonnement du sport. La jeunesse peut jouer un grand rôle de prise de conscience contre les dangers actuels qui guettent notre société, dans l'implication de la promotion de la paix, dans la promotion également des valeurs citoyennes, de l'engagement citoyen. On est en train de travailler sur un document stratégique, sur une politique nationale en matière de jeunesse, paix et sécurité. Et ce document stratégique permettra d'accorder à la jeunesse une place entière de premier choix dans la gouvernance nationale. Intervenant à cette occasion, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a exhorté la jeunesse à la responsabilité, à l'engagement citoyen et à l'esprit d'innovation, soulignant son rôle essentiel dans la consolidation de la paix, le développement local et la cohésion sociale. Cette journée vise à évaluer et à constater des visus d'état d'avancement et l'impact des politiques publiques et donner des orientations aux acteurs locaux du secteur de la jeunesse et des sports.
À travers cette tournée dans le sud du pays, le ministre Maïdé Amit Loni confirme sa volonté de faire de l'écoute, du dialogue et de l'action les fondements de sa politique en faveur d'une jeunesse tchadienne pleinement actrice du développement national. La rencontre tenue à Paris le 29 janvier entre le président français Emmanuel Macron et son homologue tchadien Mohamed Idriss Déby Itno devait a priori porter sur des enjeux sécuritaires et diplomatiques. Toutefois, le tête-à-tête a été largement dominé par la question des investissements, reléguant au second plan des urgences sécuritaires et sociales. Pafindjoré. Des formules convenues évoquées dans leur communiqué conjoint rapportent des échanges francs, une volonté partagée de poursuivre le dialogue, un attachement commun à la stabilité régionale et un accompagnement économique sans aucun engagement chiffré ni calendrier. Le résumé de la rencontre du président français Emmanuel Macron avec son homologue tchadien Mohamed Idriss Déby Itno a, semble-t-il, occulté les violations récurrentes des droits humains, les tensions socio-politiques au sud du Tchad et la grogne syndicale en gestation, faute de la mise en application du décret 2850 révisé, le nouveau statut particulier des enseignants. Autant de questions foulées aux pieds sur lesquelles ils devaient normalement pencher. La défiance de ces deux chefs d'État a été surprenante et incompatible à un échange permettant de résoudre les problèmes internes du Tchad, ont pointé certains internautes. En contrepoint, quelques formations politiques d'opposition et activistes alertent que le pays s'enfonce dans la répression, la mauvaise gouvernance, l'insécurité, la corruption, nécessitant des palliatifs. En séjour à l'Aï pour ses vacances parlementaires, la députée de la Tangélé-Est, Djamra Betolngar, a mis à profit son temps pour échanger avec les acteurs locaux sur les questions de la paix, de sécurité et de la cohésion sociale pour le développement de la Tangélé. Dominique Djudéo nous en dit plus. Au cœur de cette rencontre organisée par la députée de la Tangélé-Est, l'honorable Djamra Betolngar, avec les élus communaux, les chefs de quartier et carré, les responsables des associations des conducteurs de moto-taxi et la population, les questions de la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, le développement du département. La maire adjointe de la commune de l'Aï, Hawa Adam Tambour, a tout d'abord souhaité la cordiale bienvenue dans la capitale de l'or blanc et demande à l'auditoire une attention particulière au message de l'élu. L'honorable Djamra Betolngar, très ému, clame très clairement qu'elle soutiendra bec et ongle cette population. Pour elle, le développement ne peut se faire que si la cohésion sociale, la paix et la sécurité sont au cœur des préoccupations. Je suis arrivée, c'est pour passer le message de la paix et de la cohésion sociale. Tant qu'il n'y a pas la cohésion sociale, il n'y aura pas la paix dans le pays. Il n'y aura pas la sécurité. Donc nous sommes obligés de nous tenir main dans la main afin de pouvoir assurer tout cela. Plusieurs interventions ont porté sur les plaidoyers de la population qui concernent les manques des infrastructures sanitaires et du personnel soignant, mais aussi des infrastructures routières, le manque des enseignants qualifiés, le manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes, le repli identitaire et autres. Djamra Betolngar, très touché, affirme avoir pris bonne note et promet faire des plaidoyers à l'hémicycle pour l'amélioration des conditions de vie de la population de sa circonscription. Cap est ensuite mis sur la sous-préfecture de l'Aï rural où l'honorable député a rencontré leur majesté les chefs de canton. Là, le sous-préfet de l'Aï rural Zakaria Hatim Abdoulaye a planté le décor, annonçant une première pour un élu de rencontrer leur majesté dans sa circonscription. Djamra Betolngar, dans un message clair, appelle leur majesté à mettre la main à la pâte pour que la population aspire à la sécurité, à l'unité, à la cohésion sociale et à la paix pour un développement. Vœu des plus hautes autorités de la République. Quelques chefs de canton se sont relayés pour exprimer leur gratitude avant de présenter quelques situations qui sont entre autres le manque d'ambulances dans certaines formations sanitaires, le pléthore des enseignants communautaires, l'aménagement des pistes rurales et l'ouverture des canalisations obstruées par l'entreprise de construction des routes. L'honorable Djamra Betolngar se dit consciente de ces défis et que la hiérarchie sera informée pour que solutions puissent être trouvées.
Célébrée chaque 30 janvier, la journée mondiale des maladies tropicales négligées rappelle que plus d'1 milliard de personnes vivent encore avec des pathologies évitables et traitables. Instituée par l'OMS en 2021, cette journée met en lumière la nécessité d'améliorer l'accès aux soins pour les communautés vulnérables, notamment dans les régions tropicales longtemps régulées au second plan des priorités sanitaires mondiales. Reportage de Diffira Vanessa Boulu rendu par Fantasui. Chaque 30 janvier, la communauté internationale commémore la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Cette initiative vise à attirer l'attention sur des pathologies qui touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, principalement dans les pays en développement, mais qui restent largement absentes des priorités de santé publique. Les maladies tropicales négligées regroupent une vingtaine de pathologies, parmi lesquelles la filariose, l'empathique, le trachome, la lèpre, la trypanosomiase humaine africaine. Elle sévit surtout dans les zones rurales, les quartiers défavorisés et les régions où l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services de santé est limité. Qualifiées de négligées, non pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles touchent des populations pauvres et marginalisées, ces maladies entraînent des souffrances physiques durables, des handicaps, une stigmatisation sociale et des pertes économiques importantes. Elles compromettent la scolarisation des enfants, la productivité des adultes et freinent le développement des communautés entières. Pourtant, la majorité de ces maladies sont évitables et traitables. Des traitements peu coûteux, des campagnes de prévention, une meilleure hygiène et un accès renforcé aux services de santé permettent de réduire significativement leur impact. Pour Dr Klaingar Ngao, médecin omnipraticien et échographiste, ces maladies se manifestent généralement par des fièvres, des douleurs articulaires et musculaires, explique le Dr Ngao, soulignant la diversité des symptômes et l'importance d'un diagnostic précoce. Si vous diagnostiquez le paludisme, vous traitez très tôt, et vous allez résoudre le problème. Mais si ça traîne, et surtout chez les enfants, ça donne peut-être un tableau de coma ou bien de neuropaludisme. Donc il faut aller très vite, sinon on se retrouve avec des difficultés énormes. Les complications, ce sont des complications viscérales également, quand ça traîne pendant longtemps, une atteinte au niveau du foie, de la rate également, et donc il vaut mieux traiter rapidement. S'il s'agit d'une maladie bactérienne, il faut des antibiotiques. Si c'est des maladies virales, il faut surtout les prévenir par les vaccinations. Et quand il s'agit des maladies mycosiques, l'eczéma marginé de Hebra avec des intertrigos qui arrivent au niveau des aisselles et autres, comme ça, il faut traiter le plus rapidement. Quand ça devient chronique, la maladie, c'est difficile de traiter, de faire face à la situation. On a parlé de la lèpre tout à l'heure. Quand c'est diagnostiqué très tôt, évidemment, la lèpre, ça disparaît parce que c'est une maladie bactérienne. En cette journée mondiale des maladies tropicales négligées, le combat continue. Tant que ces pathologies toucheront les populations les plus vulnérables, dans l'indifférence, la sensibilisation et l'action demeureront les meilleures armes. Un défi sanitaire, certes, mais surtout un enjeu humain. L'abandon des nouveau-nés est devenu un phénomène récurrent en Djamena et dans plusieurs villes du Tchad. Le cas le plus récent remonte au 29 janvier 2026 au quartier Farcha, dans le premier arrondissement de la capitale, où un bébé a été retrouvé abandonné devant un hôpital. Pourtant, il existe des moyens efficaces pour prévenir les grossesses non désirées lorsque l'on n'est pas en mesure de concevoir et de prendre en charge un enfant. Minganoudji Ngol Olga. Depuis quelque temps en Djamena, il ne se passe presque plus un seul jour sans que l'on ne parle d'un enfant abandonné. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par des organisations et des autorités sanitaires, le phénomène persiste et semble même prendre de l'ampleur. Certaines jeunes femmes confrontées à des grossesses non désirées tentent parfois d'y mettre fin sans succès. Après avoir mené la grossesse à terme, elles choisissent alors souvent dans la clandestinité d'abandonner leur nouveau-né pourtant totalement innocent. Une question se pose alors. Comment expliquer qu'une femme, après avoir porté une grossesse pendant 9 mois, décide d'abandonner son enfant juste après l'accouchement? Pour le docteur Serra Blandine Koulingar, médecin généraliste à l'hôpital Tchad-Chine, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la peur du rejet social, la précarité économique et le manque d'informations sur la planification familiale. Qui prend en fait l'aspect psychologique,
des répercussions sociales et aussi des réalités économiques. Vous m'avez demandé s'il y a des causes. On ne peut pas abandonner un enfant comme ça. Une mère qui porte un enfant pendant 9 mois et qui vient l'abandonner en un rien de temps n'est pas un fruit de hasard. Parlant des causes, on peut énumérer en premier lieu les précarités économiques. On sait que nous sommes dans un pays sous-développé et ça fait que les moyens financiers causent suffisamment problème. Ce qui fait que les précarités économiques empêchent certains parents de pouvoir s'occuper normalement des enfants. Même si certaines femmes estiment que les méthodes contraceptives comportent des effets secondaires, il existe des mesures d'accompagnement dans toutes les structures sanitaires afin de les aider à choisir une méthode de planification familiale adaptée à leur situation. Dr Sarah Blandine Koulingar. Ces contraceptifs peuvent être par voie injectable, ça peut être par voie orale, ça peut être des implants ou bien des dispositifs qu'on essaie de mettre, de placer dans le corps, ou bien c'est des dispositifs qu'on essaie de mettre au niveau génital pour pouvoir essayer de bloquer un peu les processus ou bien bloquer les spermatozoïdes pour que cela ne puisse pas donner une grossesse. Face aux réticences liées aux effets secondaires des contraceptifs, la médecin rassure qu'il existe toujours des solutions alternatives. Elle invite les femmes à se rapprocher régulièrement des professionnels de santé afin de bénéficier d'un suivi et de conseils appropriés. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce la dissolution des partis politiques. Au Maroc, de fortes pluies provoquent d'importantes inondations dans le nord-ouest du pays. L'actualité internationale, c'est aussi en Serbie. Un vaste coup de filet antidrogue permet à la police de saisir 5 tonnes de marijuana, l'essentiel suivi par Anna Laura. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la dissolution de l'ensemble des partis politiques ainsi que la suppression du cadre juridique régissant leurs activités. La décision a été entérinée par un décret adopté jeudi en Conseil des ministres. Selon le ministre de l'Intérieur, Émile Zerbo, cette mesure s'inscrit dans un processus de reconstruction de l'État après ce qu'il qualifie d'abus et de dysfonctionnement généralisé du système multiparti. Une étude gouvernementale aurait notamment relevé que la prolifération des partis politiques accentue les décisions et affaiblit la cohésion sociale. Le nord-ouest du Maroc est confronté à de fortes pluies accompagnées d'inondations ces derniers jours. Dans la ville de Kazar El-Béchir, la plus peuplée de la province de l'Arache, les autorités provinciales ont déclenché le niveau d'alerte maximale. D'importantes mesures préventives ont été mises en place afin de protéger les zones résidentielles menacées avec l'installation de barrières provisoires autour des quartiers exposés. Les forces royales ont ouvert des camps d'urgence pour accueillir les sinistrés. Des vivres, des couvertures et d'aides d'urgence ont été distribuées aux personnes évacuées. Les autorités appellent la population à la vigilance, à la prudence, en attendant une amélioration des conditions météorologiques. En Serbie, la police a réalisé ce jeudi la plus importante saisie des stupéfiants jamais enregistrée dans le pays. L'opération s'est déroulée dans une maison du village de Koji où 5 tonnes de marijuana étaient stockées et prêtes à être distribuées. Selon le ministre de l'Intérieur, des suspects ont été interpellés. Les forces de l'ordre ont également découvert 4 fusils automatiques ainsi que lance-grenades portatifs, laissant penser que le site était sécurisé et intégré à un réseau criminel d'envergure. Le ministre de l'Intérieur, Ivica Dačić, a souligné que l'ensemble des drogues saisies l'an dernier en Serbie s'élevait à environ 6 tonnes, précisant que la vol de cette seule carcassion est estimé entre 7 et 10 millions d'euros. Les enquêteurs estiment que le site servait de plaque tournante pour l'approvisionnement de plusieurs régions du pays, notamment Belgrade. L'enquête a été confiée à des procureurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée. La Serbie demeure en effet un maillon clé de la route des Balkans utilisée pour le stockage et la redistribution des drogues vers l'Union européenne. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.